on est très heureux parce que les téléspectateurs nous le demandaient déjà depuis très très longtemps avec de nombreuses questions. On voulait aborder ce thème, le viager. On a une très grande chance aujourd'hui parce qu'on reçoit Sophie Richard. C'est la séquence grand angle. Alors, notre système de retraite est en plein chamboulement. Vous êtes beaucoup d'entre vous à vous poser des questions sur votre avenir. L'immobilier a toujours été une valeur refuge pour pouvoir préparer ses vieux jours. Il y a un sujet qu'on a toujours du mal à aborder, c'est le viager. On peut d'ailleurs remercier Michel Serrault et Jeanne Calment qui ont mis un sacré coup de pelle à cette pratique. En attendant, Sophie, tu es avec nous aujourd'hui pour parler et rajeunir l'image du viager. On a toujours tendance à dire qu'on pourrait penser que quand on achète en viager, c'est pour que le propriétaire meure vite, mais c'est surtout peut-être plutôt pour l'aider à avoir des vieux jours plutôt sympathiques en dehors des EHPAD et des maisons de retraite, non ? Alors c'est vrai que le film, qui est un très bon film avec des très bons acteurs, et je suis navrée de te dire qu'il y a quand même plus de 50 ans maintenant ce film. Oui, c'est vrai. Il y a pléthore de faits d'actualité qui va mettre en lumière les bienfaits, les vertus de la vente en viager, puisqu'on est en plein bouleversement socio-économique. On parle actuellement des réformes des retraites, on parle de la dépendance, le financement de la dépendance, qui est porté à 53 milliards de dépenses publiques en 2060. Ah oui. On a beaucoup de Français qui veulent vieillir à domicile, c'est 9 Français sur 10. Donc le viager va apporter une réponse vertueuse à ces deux problématiques systémiques, celui du financement de la dépendance, mais également celui du problème de l'accession à la propriété. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup d'acquéreurs qui souhaitent légitimement se constituer un patrimoine immobilier, mais qui ont du mal à le faire en raison de la flambée des prix de l'immobilier. C'est quand même plus de 111% depuis 20 ans, mais également avec une économie qui est instable et avec toute cette difficulté de l'accession à la propriété via l'emprunt traditionnel. Sophie, on va prendre des chiffres, je dirais, généraux. Combien il y a de viagers, de ventes en viager en France ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Il n'y a pas beaucoup de data. Malheureusement, en France, on l'exploite mal, en tout cas. On parle de 1% des transactions. Donc, si on reprend le volume des transactions de l'année passée, on était à 1 200 000. Donc, on se situerait raisonnablement entre 10 000 et 12 000 transactions par an. D'accord. Alors, le viager, ça existe depuis quand ? Parce que, est-ce que c'est une pratique qui est ancienne ? Est-ce qu'elle a évolué au cours des âges ? Tu parlais de 50 ans, mais ça remonte à bien plus longtemps, en fait. Oui, du temps des Romains. Et puis le viager a été progressivement développé au Moyen-Âge. Il a été introduit en France sous Charles II en 876. Et puis on a beaucoup de célébrités quand même qui ont acheté un viager. On a le général de Gaulle qui a acheté son château La Boisserie, mais également Valéry Giscard d'Estaing, Ségolène Royal. Donc le viager séduit. Est-ce que la tendance est à la hausse en termes de volume d'affaires en France ? Quelle est la tendance ? Alors, assurément, hausse. On a rencontré une hausse de plus de 30% de demandes d'informations, notamment depuis les crises sanitaires. Donc, on a de plus en plus de seniors qui souhaitent rester vieillir à domicile, qui ont peur de partir en EHPAD, sans parler du scandale Orpea qu'on a connu il y a quelques temps. Et on a de plus en plus d'enfants qui s'intéressent aux viagers pour accompagner leurs parents à vivre sereinement leur 3e et 4e âge. Alors, à ce stade, j'aimerais, Sophie, que tu nous, comme pour un enfant de 9 ans, que tu nous dises ce que c'est que le viager, précisément. Parce qu'on dit le viager, on comprend à peu près, mais précisément, dans les faits, qu'est-ce que c'est le viager ? Pour faire simple, j'ai un vendeur, une femme seule de 74 ans, qui vend son logement de 300 000 €. La décote d'occupation sera de 50%, puisque la décote est calculée en fonction de l'âge et du sexe du vendeur, si c'est un célibataire ou un couple. Donc là, dans mon exemple, il y a 50% de décote d'occupation. Donc 150 000, donc. Sur les 300 000, je vais décoter de 150 000 €, donc ma valeur occupé sera de 150 000 €. C'est mon prix de vente. Ce prix de vente, soit je paye une vente au comptant 150 000 € de suite, soit je vais décomposer le prix avec un bouquet. C'est une somme qui est versée comptant à la signature chez le notaire, qui sera par exemple de 50 000 €. Il me reste 100 000 € à convertir en rente viagère. Et dans mon exemple, la rente sera de 557 € par mois. Toute la vie durant de la vendresse. Donc pour 74 ans, on va estimer une espérance de vie de 17 ans. Ce qui ne sera pas la même chose pour un homme. Si j'ai un homme de 74 ans, la décote sera de 47%. Donc avec un même bouquet. Oui, parce que les femmes, on a cette chance, nous sommes censés vivre plus longtemps que les hommes. Donc dans mon exemple, avec un vendeur de 74 ans,
J'aurai un bouquet de 50 000 € et une rente viagère de 792 € par mois. Donc beaucoup plus élevé au profit du vendeur. D'accord. Alors quand il y a 2 occupants, un couple de seniors... Donc par exemple de 74 ans, la rente viagère sera de 444 € avec un bouquet de 50 000 €. Donc on va vraiment prendre en considération l'âge et le sexe du vendeur. Alors justement, vous qui êtes les meilleurs agents immobiliers de France, est-ce que vous faites des transactions en viager? Et comment ça se passe? Aline, par exemple. Alors moi, quand j'ai des demandes en viager, je fais appel plutôt à des sociétés spécialisées, puisque c'est vraiment un métier très particulier. Entière, ouais. Voilà, et on travaille en collaboration avec eux. Voilà. Bon. Denis et Stéphane, vous avez déjà réalisé des ventes en viager? Moi, j'en ai déjà fait. Après, c'est vrai que notre clientèle ordinaire, je dirais, n'a pas forcément l'habitude d'acheter un bien et de ne pas l'occuper. C'est pas la demande initiale, je dirais, de notre clientèle principale dans une agence traditionnelle, quoi. Alors, une chose qu'on peut se poser comme question quand on réfléchit à investir dans le viager, est-ce qu'en moyenne, on fait une bonne affaire quand on achète un viager, ou au contraire, on est comme Michel Serrault dans le viager et on se retrouve à payer 2 fois le prix du bien? Alors c'est impossible de payer 2 fois le prix du bien lorsqu'on est en viager occupé. Pourquoi? Parce qu'on va bénéficier dès le départ d'une décote d'occupation. Dans mon exemple de tout à l'heure, je suis sur une valeur occupée de 150 000 €. Peut-être qu'effectivement ma vendresse, si on lui souhaite, dépassera son espérance de vie statistique de 17 ans. Mais dans ce cas-là, vous allez payer peut-être 170 000, 190 000 € la valeur du bien. Le bien qui, au départ, était à 300 000 €, dans 20 ans, avec la valorisation immobilière, on va dire raisonnablement entre 0,5 et 4 %, va croître dans le temps. L'avantage également pour l'acquéreur qui va investir sur une valeur refuge, qui est la pierre, va investir de manière sécurisée et va se réfugier dans l'immobilier, va bénéficier donc de cette décote d'occupation, va acheter progressivement dans le temps, sans recours à l'emprunt. J'ai compris. Voilà, même si l'emprunt est quand même assez accessible aujourd'hui. Quand même, globalement, est-ce que ça revient au même prix? Est-ce qu'on a une moyenne? Tu as des chiffres? Alors, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de data. Comme je le disais, en France, on exploite très mal la data. Ouais. Mais quand on achète un viager occupé, le fait d'avoir déjà 50% de décote d'occupation, même si le vendeur vit comme Jeanne Calment, et encore, les centenaires représentent 0,01% de la population française. Donc autant dire que ça relève de l'exception. Mais si je peux terminer sur l'intérêt pour l'acquéreur d'acheter en viager, on a parlé de la décote d'occupation, les frais d'acquisition également seront calculés sur la valeur occupée. Donc si j'achète un bien 300 000 €, j'ai des frais d'acte jusqu'à 23 000 €. En viager, ils seront de 12 000 €. Je fais quand même une économie substantielle de 11 000 €. Et ceux qui sont limite à l'IFI, elle le vend bien. L'impôt sur la fortune immobilière va pouvoir déclarer la valeur occupée et non la valeur vénale du bien. Alors j'avais entendu parler d'un truc qui s'apparente au viager, c'est le bail à nourriture. C'est quoi ce truc-là? Ah, Kesako, le bail à nourriture. Effectivement, j'ai écrit une tribune il y a peu de temps. C'est une formule qui a longtemps été utilisée dans nos campagnes françaises, beaucoup intrafamiliales entre enfants et parents. Donc ça va au-delà de l'assistance alimentaire. Ça se rapproche un petit peu du viager dans le sens où il faut un aléa. C'est un contrat aléatoire. Donc l'aléa sera double. Il faut qu'on ne connaisse pas à l'avance la durée de vie du vendeur. Et il faut qu'il y ait un aléa sur la nature de la prestation. Et heureusement qu'on ne le sait pas, on n'est pas médecin. Mais il faut que la nature de la prestation soit aléatoire. Ça va concerner des prestations en nature. Par exemple, on va pouvoir aider un vendeur pour l'accompagner chez le médecin. Faire sa cuisine, faire son ménage. Voilà, exactement. Éventuellement même l'aider d'un point de vue hygiène. L'accompagner dans son quotidien. Et ça, j'y crois beaucoup, justement, à cette cohabitation intergénérationnelle pour favoriser... Et c'est d'ailleurs notre pilier majeur qui est de notre système de retraite par répartition, c'est la solidarité intergénérationnelle. Et comme on est dans un système de retraite qui est complètement obsolète et à bout de souffle, on peut trouver des solutions. Et là, c'est une sorte de complément de l'aide à domicile, en fait, d'une certaine manière. Oui, voilà, c'est ça. C'est la mise en vente de son bien en échange d'une prestation en nature pour accompagner à vivre plus sereinement son troisième et quatrième âge. Est-ce que ça veut dire que la personne peut habiter dans le lieu, l'acquéreur qui fait ce bail à nourriture habite dans le lieu ou, tout à fait, ou alors il vient juste aider? Voilà, c'est un petit peu comme le viager mix. Par exemple, vous allez avoir une maison que vous allez pouvoir diviser en 2 lots. Donc le rez-de-chaussée, par exemple, sera dédié au viager occupé réservé aux vendeurs qui restera vivre dans ce logement. Et l'acquéreur
l'acquéreur pourra occuper au titre du viager libre le premier étage. Donc là, on répond vraiment aux besoins de l'acquéreur qui souhaite se constituer un patrimoine et d'y vivre, parce qu'on a tout coûte cher aujourd'hui et on a peu de recours à l'emprunt. C'est un dossier sur 10. Aline, je te voyais t'agiter, je crois que tu avais une question. Oui, j'avais une question. Tout à l'heure, on disait qu'on pouvait payer soit les 150 000 euros comptant, soit 50 000 euros plus une mensualité. Quand on paye les 150 000 euros comptant, après, peu importe la durée de vie. C'est ça. Alors, une réponse très rapide, hein, Sophie, attention. Hein. Donc on est à la bourre. On peut effectivement payer au comptant les 150 000 euros, ça sera libératoire. Donc ça va concerner un acquéreur qui n'a pas envie de jouer sur l'aléa. Mais ça ne correspondra peut-être pas forcément aux besoins du vendeur. Parce que vous avez beaucoup de vendeurs qui mettent en vente pour améliorer leur quotidien, pour protéger madame qui n'a pas beaucoup travaillé ou qui n'était pas bien déclarée et on n'était pas sensibilisé aux problématiques de la retraite comme nous le sommes aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir qu'on réinvite Sophie parce que, en fait, quand elle commence, on ne peut plus l'arrêter. Mais on adore ça. Et on adore, effectivement, ça a été limpide. Sophie, merci beaucoup de ton passage. Une petite question pour finir, Denis, rapide, attention. En fait, c'est le nombre de transactions en viager en France. On a une idée du nombre global. Moi, j'aimerais bien savoir, par rapport aux transactions immobilières classiques, qu'est-ce que ça peut représenter annuellement? Mais est-ce que tu étais là? Je crois qu'on y arrive. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté la première question. Denis, merci Denis. J'ai pas bien vu. Merci. Est-ce que tu peux lui remettre il était endormi au départ. Tu peux lui remettre un petit peu de On estime à 1% du nombre de transactions. Bon, je crois que ça se termine. Merci beaucoup. Il y a Denis qui vend son agence en viager, justement. Donc voilà. On va maintenir à domicile. Merci beaucoup, Sophie. Tu es la bienvenue quand tu veux pour approfondir encore ce sujet qui est un sujet finalement d'actualité avec ces histoires de retraite.